Toute la semaine, ma femme a insisté sur une seule chose, porte cette montre à la fête. J'ai senti un piège, alors je suis venu sans elle et je l'ai donnée à son frère. Lorsqu'il est entré dans la salle, elle a couru vers lui en criant « Enlève-la tout de suite ». Ce qui s'est passé ensuite a choqué tous les invités. Toute la semaine, ma femme n'avait qu'une seule exigence, que je porte cette montre à la fête. J'ai senti un piège. Alors je suis venu sans elle et je l'ai donnée à son frère. Quand il est entré dans la salle, elle a couru vers lui en criant « Enlève-la tout de suite ». Ce qui s'est passé ensuite a choqué tous les invités. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Tout a commencé un mardi soir. Je venais de rentrer du travail quand Elena est apparue dans le salon avec une petite boîte dans les mains. Nous étions mariés depuis 12 ans au cours desquels je pensais la connaître parfaitement. Je pensais connaître chaque geste, chaque pose, chaque regard, mais cette nuit-là, quand j'ai ouvert cette boîte, quelque chose a changé. C'était une montre en argent, avec un bracelet en cuir noir, un grand cadran, élégante, chère, trop chère pour un cadeau sans raison apparente. Notre fête d'anniversaire était prévue pour samedi, mais c'était encore dans 5 jours. Je l'ai remerciée. J'ai dit, elle est magnifique, Elena. Merci. Elle a souri, mais ce n'était pas un sourire normal, c'était un sourire trop large, trop figé. Je veux que tu la portes à la fête, m'a-t-elle dit. Elle ira parfaitement avec ton costume gris. J'ai hoché la tête, bien sûr, je la porterai. J'ai rangé la boîte, pensant que ce serait la fin de l'histoire, mais j'avais tort. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Elena l'a mentionné à nouveau. N'oublie pas de porter la montre samedi, a-t-elle dit en me versant du café. J'ai levé les yeux. Je t'ai déjà dit oui, Elena. Je sais, je veux juste m'assurer, c'est important pour moi. Il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose qui n'était pas une simple demande. Cela ressemblait presque à un plaidoyer, ou à un ordre déguisé en plaidoyer. Le jeudi, elle l'a mentionné à nouveau, cette fois pendant que nous regardions la télévision. Roberto, tu vas porter la montre, n'est-ce pas? Je me suis tourné vers elle. Oui, Elena, je te l'ai déjà dit 3 fois. Je veux juste que tu sois parfait. Après 12 ans, nous méritons une soirée spéciale. Sa main serrait la télécommande trop fort, ses jointures étaient blanches, sa mâchoire tendue. Tout va bien, lui ai-je demandé. Oui, tout va bien. Promets-moi juste que tu la porteras. Je te le promets, mais mon estomac s'est tordu quand j'ai prononcé ces mots. Le vendredi matin, j'ai trouvé la montre sur ma table de nuit. Je l'avais laissée dans le tiroir, mais maintenant il était impossible de l'ignorer, elle brillait à la lumière de la fenêtre. Elena est entrée pendant que je m'habillais. Tu l'as déjà essayé, m'a-t-elle demandé. Pas encore. Tu devrais l'essayer. Assure-toi qu'elle te va bien, qu'elle fonctionne correctement. Je l'ai regardée. Elena, c'est une montre, bien sûr qu'elle fonctionne. Essaie-la juste, s'il te plaît. Il y avait une urgence dans sa voix, trop d'urgence. Je le ferai plus tard, lui ai-je dit. Elle est restée dans l'embrasure de la porte, immobile, me fixant. Elle n'a rien dit d'autre pendant plusieurs secondes, elle m'a juste regardé avec une intensité qui m'a donné la chair de poule. Cet après-midi-là, au bureau, je n'arrivais pas à me concentrer. Carla, ma collègue, est venue à mon bureau. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fixé l'écran tout l'après-midi sans rien faire. Je lui ai parlé de la montre, de l'insistance d'Elena, de cette étrange sensation que je ne pouvais pas secouer. Carla a ri. Oh, Roberto, tu exagères. Mon mari est pareil avant les événements importants. Elena veut juste que tu sois beau. Ce n'est pas seulement ça, c'est la façon dont elle le dit, la fréquence. C'est obsessionnel. Toutes les femmes sont comme ça avec les détails, détends-toi. Je voulais la croire, je voulais vraiment la croire, mais cette nuit-là, quand je suis rentré à la maison, Elena m'a posé une question qui m'a glacé. Roberto, tu transpires beaucoup quand tu es nerveux. Je l'ai regardé sans comprendre. Quoi? Juste par curiosité. Je veux savoir si le cuir de la montre ne va pas irriter ta peau. Certains matériaux provoquent des irritations avec la sueur. Ça semblait logique, rationnel, mais il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose de calculé,
comme si elle évaluait ma réponse trop attentivement. Non, je ne transpire pas beaucoup d'habitude, lui ai-je dit. Elle a hoché la tête lentement, puis m'a posé une question encore plus étrange, as-tu des allergies dont je ne suis pas au courant? J'ai ri nerveusement. Elena, nous sommes ensemble depuis 12 ans. Si j'avais des allergies importantes, tu le saurais maintenant. Aucune, même pas une légère? Eh bien, il y a des années, j'ai mentionné qu'un bracelet en métal bon marché m'avait démangé une fois, mais c'était il y a longtemps. Pourquoi tu demandes? Son visage s'est éclairé une seconde, comme si je lui avais donné une information précieuse. Je veux juste être sûre, a-t-elle dit rapidement. Je ne veux rien qui gâche notre soirée spéciale, mais la façon dont elle l'a dit, la façon dont ses yeux ont brillé quand j'ai mentionné cette vieille allergie, m'a donné un frisson. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Je me suis tourné et retourné dans mon lit, pensant aux questions d'Elena, à son insistance, à la façon dont elle m'avait regardé quand j'avais répondu à propos de l'allergie. Le samedi matin, le jour de la fête, Elena était étrangement calme, trop calme. Elle se déplaçait dans la maison avec un calme artificiel. Elle a préparé le petit déjeuner, organisé les derniers détails, et toutes les 30 minutes environ, elle mentionnait la montre. Tu as sorti la montre du tiroir? Tu l'as nettoyée? Tu es sûr qu'elle fonctionne? Tu vas la mettre avant de partir ou sur place? La pression était constante, subtile, mais constante, comme de l'eau qui goutte sur ma tête. Et puis, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai pris la montre. Je l'ai regardée de près, l'ai retournée dans mes mains, l'ai tenue à la lumière, j'ai passé mes doigts sur le bracelet en cuir, sur l'intérieur de la boucle. Je n'ai rien vu d'étrange, juste une montre normale, élégante, chère, complètement ordinaire. Mais mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas. Je n'avais aucune preuve, aucune raison logique, juste une sensation dans mon estomac qui devenait plus forte chaque fois que je regardais cette fichue montre. Et j'ai pris une décision. Cet après-midi-là, pendant que je m'habillais pour la fête, j'ai laissé la montre sur la commode. J'ai mis ma vieille Seiko, celle que mon père m'avait donnée, celle que je portais depuis des années. Elena est sortie de la salle de bain enveloppée dans sa robe de chambre couleur crème. Elle m'a vu devant le miroir, son regard est tombé sur mon poignet. Son expression a complètement changé. « Où est la montre » m'a-t-elle demandé. Sa voix était tendue, contrôlée mais tendue. Je l'ai oubliée. J'ai déjà ma montre habituelle. Roberto, s'il te plaît, mais l'autre, c'est important. Je suis déjà prêt comme ça. Elena, s'il te plaît, ça compte beaucoup pour moi, s'il te plaît. Il y avait du désespoir dans sa voix, un vrai désespoir. Pourquoi une montre est-elle si importante, lui ai-je demandé, la regardant intensément. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, a pris une profonde inspiration, parce que c'était très difficile pour moi de trouver la parfaite pour toi, parce que je veux que cette nuit soit spéciale. Pourquoi? La sonnette a retenti. Les premiers invités arrivaient. Elena m'a regardé avec un mélange de frustration et d'autre chose, quelque chose que je n'ai pas pu identifier à ce moment-là, quelque chose comme de la peur. D'accord, a-t-elle finalement dit. Porte celle que tu veux. Mais sa voix semblait défaite, terne. Elle s'est retournée et est allée s'habiller sans un mot de plus. Je suis resté là, devant le miroir, regardant mon reflet, me demandant si j'avais juste évité quelque chose de terrible ou si je devenais simplement paranoïaque. Je ne le savais pas alors, mais j'étais sur le point de le découvrir. La fête a commencé comme n'importe quelle autre célébration d'anniversaire. La salle était décorée de lumières chaudes, de tables élégantes, de fleurs blanches et violettes partout. Elena avait engagé un traiteur qui servait des canapés et des coupes de champagne. Musique douce en arrière-plan, conversation polie, rire. Tout semblait parfait, mais je ne pouvais pas me détendre. Elena se déplaçait parmi les invités avec un sourire figé sur son visage. Elle saluait, étreignait, remerciait chaque personne d'être venue, mais chaque fois que nos regards se croisaient, je voyais quelque chose dans les siens, quelque chose de froid, quelque chose de rancunier. Je me suis approché d'elle quand elle était seule près de la table des cadeaux. « Ça va » ai-je demandé à voix basse. « Parfaitement » a-t-elle répondu sans me regarder. « Pourquoi n'irais-je pas bien ?»« Je ne sais pas, tu sembles tendu. » Elle m'a finalement regardé. « Je vais bien, Roberto. Profite de la fête. »
Elle s'est éloignée avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Carla est arrivée avec son mari, Enrique. Ils sont venus me saluer avec de grands sourires. Félicitations, a dit Carla en m'embrassant. 12 ans, c'est tout un exploit. Merci d'être venu. Enrique m'a tapé sur l'épaule. Tu as bonne mine, mon pote, ce costume te va parfaitement. Merci. Carla s'est penchée et m'a chuchoté à l'oreille, tu as surmonté ta paranoïa de la montre, n'est-ce pas? J'ai ri nerveusement. Oui, je suppose que tu avais raison, mais je n'étais pas sûr de cela. Les minutes passaient, plus d'invités arrivaient. La musique est devenue un peu plus forte. Les gens ont commencé à danser. J'ai essayé d'avoir l'air détendu, mais mes yeux cherchaient constamment Elena. Je la voyais se déplacer d'un côté à l'autre, parlant à tout le monde, mais regardant l'entrée de la pièce toutes les quelques minutes, comme si elle attendait quelqu'un. Et puis je l'ai vu. Rodrigo, le frère d'Elena, est entré dans la pièce, grand, environ 35 ans, toujours avec ce sourire insouciant qui le caractérisait. Il portait un costume noir, une chemise blanche, il avait bonne allure. Il a salué quelques personnes qu'il connaissait en se dirigeant vers nous. Et puis je l'ai remarqué à son poignet gauche. Quelque chose d'argent brillait, ma montre. La montre que j'avais laissée sur la commode. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Rodrigo est venu souriant. Petite sœur, beau-frère. Félicitations pour ses 12 ans. Il a étreint Elena. Elle est restée raide dans ses bras, complètement raide. Rodrigo a dit d'une voix étrange, quand es-tu arrivé? Il y a environ 1 heure. Je suis passé chez vous d'abord parce que j'avais oublié ma montre à l'hôtel. J'ai vu celle-ci sur votre commode et j'ai pensé que Roberto l'avait oubliée, alors je l'ai empruntée. J'espère que ça ne vous dérange pas. Beau-frère, il m'a montré son poignet fièrement. C'est une montre incroyable, où l'as-tu achetée? Je n'ai pas pu répondre parce que je regardais Elena, et Elena regardait la montre au poignet de son frère comme si elle venait de voir un fantôme. Son visage avait perdu toute sa couleur, il était complètement blanc comme un drap. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, ses yeux se sont écarquillés et ses mains ont commencé à trembler. Elena, tu vas bien? A demandé Rodrigo, lui touchant l'épaule. Elle n'a pas répondu, elle a juste continué à fixer la montre, paralysée. Elena, a insisté Rodrigo. Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis elle a réagi, mais pas de la manière que tout le monde attendait. Elle a attrapé le poignet de Rodrigo fermement, trop fermement. Pourquoi la portes-tu? A-t-elle demandé d'une voix tremblante. Pourquoi as-tu mis cette montre? Rodrigo a ri, confus. Je te l'ai déjà dit, je l'ai vu chez toi et j'ai pensé que Roberto. Enlève-la. Elena l'a interrompu. Sa voix est devenue plus forte. Plusieurs personnes à proximité se sont retournées. Quoi? Rodrigo souriait toujours, mais maintenant inconfortablement. Enlève-la tout de suite. Elena a répété. Sa main a essayé de défaire la boucle de la montre. Enlève-la, enlève-la de ton poignet. Elena, calme-toi, a dit Rodrigo en reculant d'un pas. Ce n'est qu'une montre. Mais elle ne s'est pas calmée, elle l'a suivi, elle l'a poursuivi, elle a essayé d'arracher la montre de son poignet en répétant sans cesse, enlève-la, s'il te plaît, enlève-la. La musique s'est arrêtée. Tous les invités sont devenus silencieux, observant la scène. Je me suis rapidement approché. Elena, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu la panique, une panique absolue. Ce n'était pas censé être lui, a-t-elle murmuré. Ce n'était pas censé être lui. Rodrigo a finalement enlevé la montre. D'accord, je l'enlève, calme-toi. Il l'a tendu à Elena les mains en l'air comme s'il rendait une arme. Elena a pris la montre, l'a tenue dans ses mains tremblantes, puis a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle l'a jetée par terre avec force. Le verre s'est brisé, le cadran s'est détaché, de petits morceaux ont volé sur le parquet en bois. Le silence dans la pièce était assourdissant. Elena, ai-je dit en m'approchant d'elle, qu'est-ce qui te prend, bon sang? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Rodrigo a fait un bruit étrange, un halètement. Je me suis tourné vers lui. Il se grattait le poignet fort avec ses ongles, laissant des marques rouges sur sa peau. Ça démange, a-t-il dit. Ça démange comme une folie, et puis je l'ai vu.
La peau autour de son poignet, là où la montre avait été, commençait à rougir. Ce n'était pas un rouge normal, c'était un rouge intense, enflammé, comme une brûlure. « Rodrigo, qu'est-ce qui t'arrive » a demandé Carla en se rapprochant. « Je ne sais pas. Ça a commencé à démanger il y a quelques minutes, mais maintenant ça brûle. » Il continuait à se gratter plus fort. La peau commençait à peler sous ses ongles. Elena a reculé. Elle était toujours pâle, mais maintenant il y avait autre chose dans son expression, l'horreur pure. « Depuis combien de temps l'as-tu porté » lui a-t-elle demandé d'une voix étouffée. « Je ne sais pas, environ 40 minutes. »« 40 minutes » a répété Elena. Et puis elle a porté ses mains à sa bouche. La peau de Rodrigo continuait de s'aggraver. Maintenant, il y avait des zones qui commençaient à gonfler. De petites ampoules se formaient autour de son poignet. « J'ai besoin d'eau » a dit Rodrigo. « Ça brûle tellement. » Enrique a couru à la salle de bain pour chercher de l'eau. Carla essayait de calmer Rodrigo. Je regardais Elena, et Elena regardait le poignet de son frère avec des larmes dans les yeux. « Ce n'était pas pour toi » a-t-elle murmuré. « Ce n'était pas pour toi, Rodrigo. Ce n'était pas pour toi. » Rodrigo a commencé à transpirer. D'énormes gouttes tombaient de son front. Sa respiration s'est accélérée. « Je ne peux pas respirer. » Eh bien, a-t-il dit en portant sa main à sa poitrine. Et puis il a trébuché. Carla l'a rattrapé avant qu'il ne tombe. Que quelqu'un appelle une ambulance. Plusieurs invités ont sorti leur téléphone. Je me suis approché d'Elena et je l'ai attrapée fermement par le bras. « Que as-tu fait » lui ai-je demandé entre des dents serrées. « Que as-tu fait, bon sang, Elena ?» Elle m'a regardé les yeux pleins de larmes. Je n'ai pas voulu. Ce n'était pas pour lui, Roberto, a-t-elle répété. Ce n'était pas pour lui. C'était pour qui alors? Mais je n'ai pas eu besoin qu'elle réponde, car à ce moment-là, en regardant son visage dévasté, en regardant son frère qui luttait maintenant pour respirer sur le sol, en regardant la montre brisée à nos pieds, j'ai tout compris. La montre était pour moi. Toute cette semaine d'insistance, toutes ces questions étranges, tout cela avait été pour s'assurer que je porte cette montre. Et quelque chose dans cette montre était conçu pour me blesser. Toi, ai-je dit, la laissant partir comme si elle brûlait. Tu as fait quelque chose à cette montre. Elena a secoué la tête, mais ses larmes l'ont trahi. Je n'ai pas, j'ai juste. Rodrigo a toussé fort. Son visage commençait à prendre une couleur étrange, rougeâtre, gonflé. L'ambulance est en route, a crié quelqu'un. Mais je continuais à regarder Elena, et Elena continuait à regarder son frère, le frère qui avait pris ma place. Le frère qui payait maintenant le prix de ce qu'elle avait prévu pour moi. Je me suis agenouillé à côté de Rodrigo. Sa respiration devenait de plus en plus difficile. On aurait dit que l'air devait passer par un tunnel étroit pour atteindre ses poumons. Des sifflements forcés, terrifiants. Doucement, mon gars, ai-je dit en essayant de rester calme. L'ambulance arrive. Mais Rodrigo ne semblait pas m'entendre. Ses yeux s'agitaient, désorientés. Sa main continuait à se gratter le poignet, maintenant avec moins de force. Comme si la douleur était si intense qu'il ne pouvait même plus la toucher. La peau autour de l'endroit où la montre avait été n'était plus seulement rouge, c'était un mélange de rouge intense, de violet et de blanc. Les ampoules avaient grossi, certaines avaient éclaté, laissant un liquide clair qui coulait le long de son bras. Carla était à côté de moi, son téléphone à la main, parlant à l'opérateur d'urgence. Oui, c'est une réaction allergique grave, sa peau est très enflammée, il a du mal à respirer. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Enrique avait apporté des serviettes humides et essayait de rafraîchir le poignet de Rodrigo, mais il se tordait de douleur chaque fois que quelque chose touchait sa peau. Non, ne me touchez pas là, a crié Rodrigo. Ça brûle comme du feu. Je me suis levé et je me suis dirigé vers Elena. Elle était toujours debout, immobile, les mains couvrant sa bouche. Des larmes coulaient sur ses joues, ruinant son maquillage. Je l'ai prise par le bras et l'ai traînée dans un coin de la pièce, loin des autres. Dis-moi ce que tu as fait, ai-je ordonné d'une voix basse mais ferme. Dis-le-moi maintenant, Elena, cela pourrait aider les médecins. Elle secouait la tête encore et encore.
Je n'ai pas pensé. Elena, ton frère est en train de mourir là-bas. Que as-tu mis sur la montre? Je n'ai rien mis sur la montre, a-t-elle sangloté. C'était le bracelet. L'intérieur du bracelet. Que as-tu mis sur le bracelet? Elle a fermé les yeux. Plus de larmes sont tombées. Extrait de nickel concentré mélangé à une résine synthétique. J'ai fait des recherches, j'ai recherché ton allergie, cette fois où tu l'as mentionné il y a des années. J'ai cherché en ligne comment amplifier une réaction allergique au métal. J'ai trouvé des forums, des instructions. J'ai acheté les composants à différents endroits pour que personne ne soupçonne. J'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Tu allais m'empoisonner. Ce n'est pas du poison, a-t-elle dit rapidement. Ça allait juste te provoquer une réaction allergique, une forte réaction suffisante pour nécessiter une hospitalisation, mais ça n'allait pas te tuer. Je jure, Roberto, je ne voulais pas te tuer. Et qu'espérais-tu accomplir avec ça? Elena a dégluti difficilement. Sa voix est sortie brisée. J'ai des dettes, beaucoup de dettes. 200 000 $ sur des cartes de crédit. Des prêts que je ne peux pas payer. Et toi? Tu as cette assurance vie que tu as signée l'année dernière, celle qui couvre l'invalidité permanente. Aussi, je l'ai regardée, incapable de croire ce que j'entendais. Tu prévoyais de me rendre invalide pour toucher l'assurance? Pas de façon permanente, juste assez pour que ce soit enregistré, pour que les médecins documentent des dommages. Une réaction grave avec des conséquences à long terme. L'assurance verserait une indemnité pour invalidité temporaire, 150 000 $, assez pour couvrir mes dettes. Et pendant ce temps, tu es resté là à me regarder souffrir? Tu ne me donnes jamais accès à ton argent, a-t-elle soudainement explosé. Toujours à tout contrôler, toujours à vérifier chaque dépense. J'ai l'impression d'être une enfant qui demande la permission. J'avais besoin d'une issue, je devais résoudre ça seul. Je n'arrivais pas à assimiler ce que j'entendais. Cette femme avec qui j'avais partagé 12 ans de ma vie, cette femme que j'avais aimée, cette femme avait planifié de me faire du mal physiquement pour de l'argent. Tu es malade, lui ai-je dit. Tu es complètement malade, Elena. Tu ne comprends pas, a-t-elle crié. Les créanciers m'appellent tous les jours, ils me menacent, je vais tout perdre. Et toi? Tu ne remarques jamais rien, toujours si occupé avec ton travail, si calme dans ta routine. Pendant que je me noie dans des dettes que j'ai faites en essayant de maintenir cette vie parfaite que tu attends de moi. Je ne t'ai jamais demandé une vie parfaite, je t'ai demandé l'honnêteté. L'honnêteté ne paie pas les factures. Un cri a interrompu notre conversation. C'était Rodrigo. Son visage était complètement gonflé maintenant. Ses lèvres avaient doublé de taille, ses paupières étaient si enflammées qu'il pouvait à peine ouvrir les yeux. Je ne peux pas respirer, a-t-il dit entre des halètements. Je ne peux pas. Carla était agenouillée à côté de lui, lui tenant la tête. Ils arrivent. Tiens bon, Rodrigo, ils arrivent. Elena s'est libérée de ma prise et a couru vers son frère. Elle s'est agenouillée à côté de lui. Rodo, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Ce n'était pas pour toi, ce n'était pas pour toi. Rodrigo l'a regardé avec ses yeux gonflés et confus. Quoi? Que as-tu fait? Pardonne-moi, a répété Elena, lui caressant les cheveux. Pardonne-moi, petit frère. Pardonne-moi. Enrique m'a regardé de l'autre côté de Rodrigo. Son expression était un mélange de confusion et d'horreur. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici, bon sang, a-t-il demandé. Avant que je ne puisse répondre, les portes de la pièce se sont ouvertes en grand. 2 ambulanciers ont fait irruption avec une trousse d'urgence et un brancard pliant. Écartez-vous, s'il vous plaît. L'un d'eux a ordonné. Nous nous sommes tous reculés, leur laissant de l'espace. Les ambulanciers se sont agenouillés à côté de Rodrigo et ont rapidement commencé à l'évaluer. Réaction allergique grave, anaphylaxie en cours, a dit l'un d'eux à son partenaire. Préparez l'épinéphrine. L'autre ambulancier a pris une seringue de sa trousse, a retiré le capuchon et l'a injecté dans la cuisse de Rodrigo sans une seconde d'hésitation. Rodrigo a halté, son corps tendu un instant. Doucement, mon gars, cela va t'aider à respirer, a dit l'ambulancier en lui tenant l'épaule. Quelques secondes se sont écoulées, qui ont semblé une éternité.
La respiration de Rodrigo était toujours difficile, mais elle a progressivement commencé à paraître moins forcée, moins désespérée. « Qu'est-ce qui a causé la réaction ?» a demandé le premier ambulancier en regardant autour de lui. « A-t-il mangé quelque chose? Un insecte l'a-t-il piqué? » C'était une montre, ai-je dit en désignant les restes éparpillés sur le sol. Il portait cette montre. L'ambulancier s'est approché des fragments, a ramassé le bracelet en cuir avec une serviette pour ne pas le toucher directement. Il l'a examiné à la lumière. Il y a quelque chose à l'intérieur du bracelet, quelque chose de brillant, métallique, a-t-il dit en le montrant à son partenaire. Du nickel, a demandé l'autre. On dirait, mais il y a plus, une sorte de résine ou d'adhésif. Ce n'est pas accidentel. Les deux ambulanciers se sont regardés, puis ont regardé Rodrigo, puis nous. Nous devons emmener cela à l'hôpital pour analyse, a dit le premier en mettant le bracelet dans un sac en plastique. Et la police voudra probablement vous parler. La police. Le mot est tombé comme une bombe dans la pièce. Elena s'est levée brusquement. Non, non, attendez. C'était un accident. Je ne savais pas qu'il allait porter la montre, je ne savais pas. Madame, calmez-vous, a dit l'ambulancier. Pour l'instant, notre priorité est de stabiliser le patient. Entre les deux, ils ont soulevé Rodrigo et l'ont placé sur le brancard. Il était toujours conscient, mais à peine, ses yeux s'ouvraient et se fermaient lentement. Elena a essayé de s'approcher du brancard, mais je l'ai arrêté. Non, ai-je dit fermement. Tu en as assez fait. Elle m'a regardé avec un mélange de supplication et de désespoir. Roberto, s'il te plaît, c'est mon frère, je dois aller avec lui. Ton frère a failli mourir à cause de toi, à cause de quelque chose que tu avais prévu de me faire. Les invités encore présents dans la pièce ont commencé à murmurer entre eux. Des phrases brisées, des questions chuchotées. Le scandale se propageait comme un incendie. Les ambulanciers ont emmené Rodrigo. Les portes de la pièce se sont refermées derrière eux, et nous sommes tous restés là, dans le silence gênant, entourés de décorations de fête qui semblaient maintenant une moquerie. Carla est venue vers moi. Roberto, qu'est-ce qui vient de se passer? Elena, vraiment. Je n'ai pas pu finir d'entendre sa question car à ce moment-là, deux policiers sont entrés. L'un d'eux, un homme d'une quarantaine d'années avec une expression sérieuse, a regardé autour de la pièce jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Qui est l'hôte de la fête? A-t-il demandé. C'est moi, ai-je répondu. Roberto Mendes. Les ambulanciers nous ont informés d'une possible agression avec intention de causer du tort. Nous allons avoir besoin que tout le monde reste ici pendant que nous prenons les déclarations. L'autre jeune officier a sorti un carnet. Elena était toujours debout à côté de moi, tremblante, pleurant silencieusement, et j'ai réalisé que notre vie, telle que nous la connaissions, venait de prendre fin. Le jeune officier a commencé à prendre les noms de toutes les personnes présentes. Son partenaire, qui s'est présenté comme le sergent Augustine Moral, m'a fait signe de le suivre dans une partie séparée de la pièce. Monsieur Mandé, j'ai besoin que vous m'expliquiez exactement ce qui s'est passé ici, a-t-il dit en sortant son propre carnet. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne savais même pas par où commencer. Comment résumer une semaine d'étrange insistance? Comment expliquer que votre femme avait prévu de vous empoisonner lentement avec une montre? Ma femme m'a donné une montre il y a une semaine, ai-je commencé. Elle a insisté pendant des jours pour que je la porte aujourd'hui à la fête. Quelque chose me semblait étrange, alors j'ai décidé de ne pas la porter. Son frère l'a empruntée sans que personne ne le sache. Eh bien, vous avez vu ce qui s'est passé. Le sergent Moral écrivait rapidement. Pourquoi cela vous semblait-il étrange? La façon dont elle a insisté n'était pas normale, c'était obsessionnel. Elle m'a posé des questions étranges sur ma transpiration, mes allergies, et puis quand elle a vu son frère avec la montre, elle a paniqué, elle a essayé désespérément de la lui enlever. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas avec cette montre. Et votre femme a-t-elle admis avoir falsifié la montre? J'ai dégluti. J'ai regardé où se trouvait Elena. Elle était toujours debout, entourée d'invités qui la regardaient avec un mélange de curiosité et de dégoût. Carla était allée lui parler, mais Elena ne répondait pas, elle fixait le sol. Oui, ai-je finalement dit. Elle m'a dit qu'elle avait mis quelque chose sur le bracelet, du nickel concentré mélangé à une résine synthétique.
Elle savait que j'avais une légère allergie au métal et elle l'a amplifiée. Dans quel but? C'était la question à laquelle je ne voulais pas répondre. La question qui rendait tout cela encore plus pathétique. Elle a des dettes, 200 000 $. Elle voulait que j'aie une grave réaction allergique afin de toucher mon assurance invalidité, 150 000 $. Le sergent moral a arrêté d'écrire et m'a regardé directement. Vous me dites que votre femme a tenté de vous rendre invalide pour de l'argent? C'est exactement ce que je vous dis. Il a hoché la tête lentement. Je vais avoir besoin de lui parler. Pouvez-vous lui demander de venir? Je me suis dirigé vers Elena. Tous les regards dans la pièce me suivaient. Le murmure des conversations a cessé quand je me suis tenu devant elle. La police veut te parler, ai-je dit, ma voix dépourvue d'émotion. Elle a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir tant pleuré. Roberto, je ne veux pas entendre ça. Elena, tu en as assez dit. Va avec l'officier. Elle s'est dirigée vers le sergent moral d'un pas lent et traînant. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en l'espace d'une heure. Carla est venue vers moi. Est-ce vrai? A-t-elle vraiment planifié de te faire du mal? Oui. Oh mon Dieu, Roberto, je n'arrive pas à y croire. Vous aviez l'air si normaux. J'ai ri sans humour. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Enrique nous a rejoints. Tu as besoin de quelque chose, mon pote? De l'eau? Tu veux t'asseoir? Je vais bien. Je veux juste que tout ça soit fini. Mais ce n'était pas près de se terminer. Je pouvais le voir à la façon dont le sergent moral parlait à Elena, à la façon dont elle secouait la tête et à la façon dont il désignait les restes de la montre qui étaient encore sur le sol dans un sac de preuves que l'autre officier avait ramassé. 20 minutes se sont écoulées, puis 30. Les invités ont commencé à partir. Certains ont dit au revoir avec des embrassades maladroites. D'autres se sont simplement éclipsés en silence. Personne ne savait quoi dire. Que dit-on à une fête d'anniversaire qui se termine par une tentative de meurtre déjoué? Finalement, le sergent moral est revenu vers moi. Elena était restée derrière, maintenant assise sur une chaise avec l'autre officier à ses côtés. Monsieur Mandé, votre femme a admis avoir falsifié la montre avec l'intention de vous causer du tort, a dit le sergent. Cela constitue une tentative d'agression aggravée. Nous allons devoir l'arrêter. Les mots sont restés en suspens dans l'air. L'arrêter? Ma femme allait être arrêtée. Et que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Vous devrez déposer une plainte formelle si vous souhaitez poursuivre légalement. De plus, Monsieur Rodrigo Vega, le frère de votre femme, peut déposer plainte pour avoir été la victime directe de l'agression. Savez-vous à quel hôpital ils l'ont emmené? Non, ils sont partis il y a environ 40 minutes. Je vais me renseigner. En attendant, avez-vous autre chose à ajouter à votre déclaration? J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Les signes que j'avais ignorés, les fois où j'avais senti que quelque chose n'allait pas, mais m'étais convaincu que j'exagérais, comment mon instinct m'avait sauvé la vie. Juste une chose, ai-je dit, je voulais que ce soit consigné que si j'avais porté cette montre comme elle le voulait, je serais celui à l'hôpital en ce moment, ou pire. Le sergent a hoché la tête. Cela sera noté dans le rapport. Il est parti parler à son partenaire. Je les ai vus marcher vers Elena. Elle les a regardés s'approcher comme si elle assistait à sa propre exécution. Le jeune officier a sorti une paire de menottes. Madame Elena Vega de Mendez, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'agression aggravée. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un vous sera désigné. Comprenez-vous vos droits? Elena a hoché la tête sans un mot. Des larmes ont de nouveau coulé sur son visage tandis que l'officier lui mettait les menottes. Elle m'a regardé une dernière fois. Roberto, je suis désolé, je suis tellement désolé. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Les officiers l'ont conduite vers la sortie. Elle marchait la tête baissée. Certains des derniers invités la regardaient passer. Leur murmure remplissait le silence. Tu as vu ça? Je n'arrive pas à y croire. Pauvre homme. Et dire qu'ils avaient l'air si heureux. Les portes se sont refermées derrière eux et, soudain, j'étais seul dans la pièce vide.
Enfin, presque vide. Carla et Enrique étaient toujours là, me regardant avec inquiétude. Nous n'allons pas te laisser seul, a dit Carla en s'approchant. Viens chez nous, tu peux rester cette nuit. Non, je dois aller à l'hôpital, je dois voir comment va Rodrigo. Alors nous t'emmènerons, a dit Enrique. Tu ne devrais pas conduire dans cet état. Il avait raison. Mes mains tremblaient. Mon esprit était un chaos d'émotions contradictoires. Rage, trahison, soulagement d'avoir échappé, culpabilité parce que Rodrigo n'avait pas eu cette chance. Nous avons quitté la pièce, laissant derrière nous les décorations, les tables avec de la nourriture intacte, les coupes de champagne, une fête d'anniversaire transformée en scène de crime. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est déroulé en silence. Enrique conduisait. Carla était sur le siège passager, regardant par la fenêtre. J'étais à l'arrière, regardant les lumières de la ville passer comme des taches floues. Comment en étions-nous arrivés là? À quel moment mon mariage était-il devenu cela? 12 ans. 12 ans à penser que je connaissais la personne qui dormait à côté de moi. 12 ans à croire que nous partagions une vie. Et il s'avère que pendant tout ce temps, elle se noyait dans des dettes secrètes, planifiant de me faire du mal, utilisant ma confiance comme une arme. Nous sommes arrivés à l'hôpital général. Les lumières fluorescentes de la zone d'urgence m'ont blessé les yeux. L'odeur de désinfectant m'a soulevé le cœur. Je me suis dirigé vers la réception. Je cherche Rodrigo Vega. Il a été admis il y a environ 1 heure pour une grave réaction allergique. La réceptionniste a vérifié son ordinateur. Oui, il est dans la salle d'observation. Êtes-vous de la famille? Je suis son beau-frère. Elle m'a donné un badge de visiteur et m'a indiqué le chemin. J'ai parcouru les couloirs blancs, suivant les panneaux, jusqu'à ce que j'atteigne une pièce avec plusieurs lits séparés par des rideaux. J'ai trouvé Rodrigo dans le 3e lit. Il était éveillé, branché à une perfusion. Son poignet était bandé. Son visage était encore gonflé, mais beaucoup moins qu'avant. Il pouvait maintenant ouvrir complètement les yeux. Quand il m'a vu entrer, il a essayé de sourire. « Beau-frère, quelle fête, hein ?» Je me suis assis sur la chaise à côté de son lit. Je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer à quelqu'un que votre femme a failli le tuer accidentellement en essayant de vous tuer? Rodrigo, je ne sais même pas par où commencer. Il a levé sa main valide pour m'arrêter. La police m'a déjà tout expliqué, du moins les bases. Ma sœur est une psychopathe. Apparemment, je ne sais pas si elle est psychopathe, mais c'est définitivement une femme désespérée qui a pris de terribles décisions. Rodrigo a laissé échapper un rire amer qui s'est terminé par une toux. De terribles décisions. Quelle façon élégante de dire qu'elle a essayé de t'empoisonner et a fini par m'empoisonner. Je suis désolé, je suis tellement désolé, Rodrigo. Si j'avais su. Tu n'avais aucun moyen de savoir. C'est moi l'idiot qui a pris la montre sans demander. J'ai pensé que tu avais oublié de la porter. J'ai pensé que je te rendais service. Je me suis frotté le visage avec les mains. L'épuisement émotionnel commençait à me gagner. Comment te sens-tu? Comme si j'avais été écrasé par un camion. Le médecin dit que j'ai eu une grave réaction anaphylactique. Que si l'épinéphrine était arrivée 5 minutes plus tard, j'aurais pu mourir d'arrêt respiratoire. Les mots m'ont frappé comme des coups de poing. 5 minutes. La différence entre la vie et la mort de Rodrigo avait été de 5 minutes. Les médecins ont analysé le bracelet de la montre, a continué Rodrigo. Ils ont trouvé une très forte concentration de sel de nickel mélangé à un polymère adhésif. Apparemment, Elena a recherché comment maximiser l'absorption cutanée. La chaleur corporelle et la sueur activeraient la réaction. Plus tu la portais, pire seraient les dégâts. Oh mon Dieu! Oui, ma sœur est devenue une chimiste amateur pour essayer de te gâcher la vie et a failli me tuer dans le processus. Es-tu en colère contre elle? Rodrigo m'a regardé avec ses yeux qui avaient encore une teinte rougeâtre due au gonflement. En colère, Roberto, je suis furieux, mais je suis aussi dévasté. C'est ma sœur, la petite fille avec qui j'ai grandi, celle qui s'occupait de moi quand nos parents étaient au travail, celle qui me défendait à l'école. Et maintenant c'est cette personne qui a planifié de faire du mal à quelqu'un pour de l'argent. Je ne sais pas comment digérer ça. Je ne sais pas non plus comment digérer ça. Et j'étais marié à elle pendant 12 ans.
Nous sommes restés silencieux un instant. On n'entendait que le bip régulier des machines surveillance et signes vitaux et les conversations lointaines des infirmières dans le couloir. « Vas-tu porter plainte ?» a demandé Rodrigo. « La police dit que je peux. » Tentative d'agression aggravée. « Le feras-tu ?» Rodrigo a soupiré. « Je ne sais pas techniquement, je suis la victime directe. C'est moi qui ai subi le préjudice physique. Mais c'est ma sœur, comment puis-je lui faire ça ? Rodrigo, elle a failli te tuer. Je sais, crois-moi, je sais. Chaque fois que je respire, je ressens encore une pression dans la poitrine. Chaque fois que je regarde mon poignet bandé, je me souviens de la douleur. Mais c'est toujours ma sœur. J'ai compris son conflit. C'était le même conflit que je ressentais. 12 ans ne s'effacent pas facilement. 12 ans de souvenirs, de moments partagés, d'une vie construite ensemble. Comment concilier cela avec la trahison ? Une infirmière est entrée pour vérifier la perfusion de Rodrigo. « Comment vous sentez-vous, monsieur Vega ?»« Mieux. Ma peau brûle encore, mais je peux respirer sans problème. » C'est bon signe. Le docteur Fernanda viendra bientôt vous réévaluer. Si tout va bien, vous pourrez probablement rentrer chez vous tôt demain, bien que vous deviez revenir pour les soins de la plaie et le suivi. L'infirmière est partie. Rodrigo a ajusté sa position dans le lit avec précaution. « Tu sais, le plus ironique dans tout ça, a-t-il dit. Il y a 3 mois, Elena m'a demandé d'emprunter 50 000 $. Elle m'a dit que c'était pour rénover la cuisine, que tu ne voulais pas y dépenser, mais qu'elle en avait vraiment besoin. Je lui ai donné l'argent sans hésiter. » Quoi ? Oui. Maintenant, je comprends, c'était probablement pour payer un créancier ou pour acheter le matériel pour la montre empoisonnée. Qui sait ? Le fait est que si elle m'avait dit la vérité sur ses dettes, je l'aurais aidée. Nos parents l'auraient aidée. Au lieu de cela, elle a décidé de planifier ça. Elle a dit qu'elle se sentait piégée, que je contrôlais tout l'argent, qu'elle ne pouvait pas me demander de l'aide. Et était-ce vrai ? La contrôlais-tu financièrement ? La question m'a pris par surprise. Je ne crois pas. Nous avions des comptes séparés et un compte joint. Elle avait accès à la carte de crédit partagée. Je ne lui ai jamais refusé d'argent pour des dépenses raisonnables, mais je vérifiais les relevés parce que quelqu'un devait le faire. Alors peut-être que ce n'était pas du contrôle. Peut-être que c'était de la responsabilité. Ou peut-être que c'était quelque chose entre les deux. Peut-être que j'étais plus strict que je ne le pensais et qu'elle se sentait incapable de me parler. Je ne sais pas, Rodrigo, je ne sais plus rien. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Carla me demandant si j'allais bien. J'ai répondu que oui, j'étais avec Rodrigo, que nous nous verrions plus tard. « Tes amis sont là ?» a demandé Rodrigo. Oui, ils m'ont amené. Je n'étais pas en état de conduire. Bons amis. Les meilleurs. Rodrigo a fermé les yeux un instant. Il semblait épuisé. Puis-je te demander quelque chose ? Bien sûr. À un moment donné cette semaine, quand Elena était si insistante à propos de la montre, as-tu pensé qu'elle pourrait vouloir te faire du mal ? Je l'ai fait. J'ai vraiment pensé. Pas exactement. J'ai pensé que quelque chose n'allait pas, que son comportement était étrange, mais je n'ai jamais imaginé ça. Je suppose que j'ai pensé que peut-être elle avait une liaison et que la montre faisait partie d'un plan pour que j'aie l'air bien sur les photos ou quelque chose, ou qu'elle était contrôlante d'une nouvelle manière, mais une tentative de meurtre. Non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Et qu'est-ce qui t'a fait décider de ne pas la porter ? Pur instinct. Ce matin-là, quand j'étais sur le point de la mettre, quelque chose dans mon estomac m'a dit de ne pas le faire. Ce n'était pas rationnel, c'était viscéral. Comme quand on sait qu'on ne devrait pas entrer dans un endroit, mais qu'on ne sait pas pourquoi. Ton instinct t'a sauvé la vie. Oui. Et il a mis la tienne en danger. Si j'avais porté la montre comme je devais le faire. Ne fais pas ça, m'a interrompu Rodrigo. Ne te blâme pas pour ma décision de la prendre. Je suis un adulte, j'ai vu une montre, je l'ai empruntée. Les conséquences sont la responsabilité d'Elena, pas la tienne. J'ai hoché la tête, bien que la culpabilité était toujours là, lourde dans ma poitrine. Le docteur Fernanda est entré à ce moment-là. C'était une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux attachés,
une expression sérieuse mais gentille. Monsieur Vega, je vois que vous êtes éveillé et que vous parlez, c'est excellent. Puis-je vérifier votre poignet? Rodrigo a tendu son bras. La docteure a retiré le bandage avec précaution. La peau en dessous était rouge, avec des marques qui ressemblaient à des brûlures chimiques. Certaines zones avaient des croûtes là où les ampoules avaient éclaté. Ça guérit bien, compte tenu de la gravité de l'exposition. Je vais vous prescrire une crème à base de corticostéroïdes et d'antibiotiques pour prévenir l'infection. De plus, des antihistaminiques pour réduire l'inflammation systémique. Ne grattez pas, même si ça démange. Cela ne fera qu'aggraver les cicatrices. Des cicatrices, a demandé Rodrigo. Il est probable qu'il y aura des marques permanentes. La réaction a été très agressive. Le nickel à cette concentration a provoqué une nécrose superficielle dans certaines zones, mais avec un traitement approprié, elle devrait s'estomper avec le temps. Rodrigo a regardé son poignet. Super. Un rappel permanent de la fois où ma sœur a essayé de tuer mon beau-frère et m'a eu dans le processus. La docteure n'a rien dit, mais son expression montrait qu'elle avait déjà été informée des circonstances. Je veux que vous reveniez dans 3 jours pour un contrôle, a poursuivi la docteure. Si vous voyez des signes d'infection, une rougeur qui s'étend, du pus, de la fièvre, venez immédiatement aux urgences. Compris. Entendu. La docteure s'est tournée vers moi. Êtes-vous le mari de la personne qui a falsifié l'objet? La question m'a déstabilisé. Oui, je suis Roberto. Les détectives voudront également vous parler. Ils ont laissé leur carte à la réception. Il s'agit maintenant d'une enquête criminelle active. Je sais, j'ai déjà parlé à la police sur les lieux. Bien. Prenez soin de vous et Monsieur Vega aussi, votre corps vient de subir un grave traumatisme. Elle est partie, nous laissant à nouveau seuls. Une enquête criminelle active, a répété Rodrigo. Ma sœur va aller en prison, n'est-ce pas? Probablement, selon que nous portons plainte, comment elle plaide, beaucoup de choses. Veux-tu qu'elle aille en prison? Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait la justice. Je voulais qu'elle paie pour ce qu'elle avait fait, pour la trahison, pour le danger, pour avoir failli tuer son propre frère. Mais une autre partie de moi, la partie qui se souvenait encore de 12 ans de rire, de scènes et de films sur le canapé, cette partie ne voulait pas la voir détruite. Je ne sais pas, ai-je finalement admis. Je ne sais pas ce que je veux. J'ai quitté l'hôpital vers 23 heures. Carla et Enrique m'attendaient dans la salle d'attente. Ils se sont levés dès qu'ils m'ont vu. Comment va Rodrigo? A demandé Carla. Mieux. Il aura des cicatrices, mais il ira bien. Il le laisse sortir demain. Et toi, comment vas-tu? A demandé Enrique. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être dans un film, comme si ce n'était pas réel. C'est compréhensible. Tu veux que nous te ramenions à la maison? La maison? La maison que je partageais avec Elena? La maison où elle avait planifié tout cela. La maison qui ne ressemblait plus à un foyer. Je ne veux pas y aller pour l'instant. Pouvez-vous me conduire à un hôtel? N'y pense même pas, a dit Carla en me prenant le bras. Tu viens chez nous. Nous avons une chambre d'amis. Tu ne seras pas seul cette nuit. Je n'avais pas l'énergie de discuter. J'ai hoché la tête et je les ai suivis jusqu'au parking. Le trajet a de nouveau été silencieux. J'ai regardé par la fenêtre, observant la ville la nuit, des couples marchant main dans la main, des familles quittant des restaurants, des gens menant des vies normales pendant que la mienne s'effondrait. Nous sommes arrivés chez Carla et Enrique. Une maison confortable dans un quartier tranquille. Nous sommes entrés et Carla est immédiatement allée préparer la chambre d'amis pendant qu'Enrique me versait un whisky. Tiens, tu en as besoin. Merci. Je me suis assis sur le canapé, j'ai pris une longue gorgée. Le liquide m'a brûlé la gorge, et ça faisait du bien. Ça me rappelait que j'étais toujours en vie, que je pouvais encore ressentir quelque chose. Enrique s'est assis en face de moi. Tu as besoin de parler ou tu préfères rester silencieux? Je ne sais pas ce dont j'ai besoin. C'est bon. Quoi que tu aies besoin, nous sommes là. Carla est revenue avec des draps propres. La chambre est prête. Tu as faim? Tu veux que je te prépare quelque chose? Non,
je ne pourrais rien manger en ce moment. Au moins de l'eau, tu dois t'hydrater. Elle m'a apporté un grand verre d'eau. Je l'ai bu entièrement sans réaliser à quel point j'avais soif. La police a dit, « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» a demandé Carla en s'asseyant à côté de moi. Ils ont arrêté Elena, elle est en garde à vue. Demain ou après-demain, il y aura une audience. Cela dépendra de si Rodrigo et moi portons des accusations formelles. Y a-t-il le moindre doute que tu devrais, a demandé Enrique. Elle a essayé de t'empoisonner, elle a failli tuer son propre frère. Je sais, mais c'est compliqué. Compliqué, Roberto? Elle aurait pu te tuer. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. 12 ans, Enrique, 12 ans de mariage. Je ne peux pas juste éteindre ça comme un interrupteur. Carla m'a pris la main. Personne ne te demande de le faire, mais tu ne peux pas non plus laisser la culpabilité ou la nostalgie t'empêcher de faire ce qui est juste. Elena a fait des choix, de terribles choix, et ces choix ont des conséquences. Elle a dit qu'elle se sentait piégée, que je la contrôlais, et cela justifie d'essayer de te rendre invalide pour l'argent de l'assurance, a demandé Enrique. Roberto, écoute-toi. Tu cherches des raisons de l'excuser. Je ne l'excuse pas, j'essaie juste de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Vous en êtes arrivés là parce qu'elle a choisi de mentir au lieu de demander de l'aide. Elle a choisi de te faire du mal au lieu d'être honnête. C'est la réalité. Je savais qu'Enrique avait raison. Je le savais dans ma tête, mais mon cœur était toujours en train de digérer la trahison. Je n'arrivais toujours pas à accepter que la femme avec qui j'avais partagé ma vie ait voulu me détruire. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. Bonjour, monsieur Roberto Mandé. C'était une voix féminine, professionnelle. Oui, c'est bien moi. Je suis l'agent Teresa Ruiz de la division des enquêtes criminelles. J'ai besoin que vous veniez au poste demain pour une déclaration formelle. Pouvez-vous être là à 10 heures du matin? Oui, je peux. Excellent. Apportez toute documentation relative à l'assurance vie que vous avez mentionnée. Nous aurons également besoin d'accéder à vos comptes bancaires et cartes de crédit pour vérifier les dettes de votre femme. Puis-je vous demander ce qui va se passer avec Elena? Il y a eu une pause. Elle est en garde à vue. Elle aura sa mise en accusation demain. Le procureur envisage plusieurs chefs d'accusation, y compris tentative de meurtre aggravé, selon les résultats complets de l'analyse toxicologique. Tentative de meurtre. Les mots semblaient si sévères, si définitifs. Combien de temps pourrait-elle risquer? Si elle est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, nous pourrions parler de 10 à 20 ans. Mais cela dépendra du procureur et de si elle accepte un accord de plaidoyer. 20 ans. Elena pourrait passer 20 ans en prison. Je comprends, je serai là demain à 10 heures. Merci, monsieur Mandé. Bonne nuit. J'ai raccroché et j'ai regardé Carla et Enrique. Tentative de meurtre aggravé. Jusqu'à 20 ans de prison. Oh mon Dieu, a chuchoté Carla. Elle l'a fait. Roberto, a dit Enrique. Elle a choisi cette voie. Je sais, mais le savoir ne rend pas la douleur moins forte. J'ai bu mon whisky d'une traite. La chaleur de l'alcool s'est répandue dans mon corps, mais elle ne pouvait pas réchauffer le froid que je ressentais à l'intérieur. Tu devrais te reposer, a dit Carla. Ça a été une journée horrible, tu as besoin de dormir. Je ne pense pas que je puisse dormir. Essaie au moins. La chambre est prête, il y a des vêtements propres d'Enrique. Tu peux utiliser les serviettes dans la salle de bain, tout ce dont tu as besoin. Je me suis levé du canapé. Mes jambes étaient comme du plomb. Merci pour tout, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. C'est ce que font les amis, a dit Enrique en m'embrassant. Nous serons là aussi longtemps que tu en auras besoin. Je suis monté à la chambre d'amis. Elle était petite mais confortable, un lit propre, des rideaux clairs, une lampe sur la table de nuit. Je me suis assis sur le lit et j'ai enlevé mes chaussures. Mon costume sentait encore le parfum que j'avais acheté spécialement pour cette nuit. Une nuit qui était censée être une célébration, 12 ans ensemble. Et maintenant, tout s'était terminé de la pire des manières. Je me suis changé avec les vêtements que Carla avait laissés. Je me suis glissé sous les couvertures. J'ai éteint la lumière. Dans l'obscurité,
tout me semblait plus lourd. Les pensées venaient par vagues. Des souvenirs d'Elena souriant, d'Elena riant, d'Elena dormant à côté de moi. Toutes ces images maintenant entachées par ce qu'elle avait fait. À quel moment était-elle devenue capable de ça? Ou avait-elle toujours été comme ça? Et je ne l'avais juste pas vue. Combien d'autres mensonges y avait-il? Combien d'autres dettes? Combien d'autres secrets? Mon téléphone a vibré. Un autre message, cette fois d'un numéro que je reconnaissais. Les parents d'Elena. Roberto, nous avons entendu ce qui s'est passé. Nous ne savons pas quoi dire. Nous sommes dévastés. Rodrigo, va-t-il bien? Toi, tu vas bien? Nous devons parler. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi leur dire. Comment dire aux parents de votre femme que leur fille a essayé de vous tuer? Un autre message est arrivé, celui-ci de ma mère. Mon fils, Carla m'a tout raconté. J'arrive demain par le premier vol. Ne sois pas seul. Je t'aime. Au moins j'avais ça. J'avais des gens qui m'aimaient. Des gens qui ne m'avaient pas trahi. J'ai fermé les yeux, essayant de dormir, mais chaque fois que je le faisais, je voyais le visage d'Elena quand elle a vu Rodrigo avec la montre. Ce moment de panique absolue. Ce moment où elle a réalisé que son plan avait terriblement mal tourné. Avait-elle peur pour son frère ou juste peur d'être prise? M'a-t-elle jamais vraiment aimé, ou étais-je juste un moyen d'atteindre une fin? Les questions me consumaient. Je me suis tourné et retourné dans mon lit, regardant l'horloge toutes les quelques minutes, minuit, 1h du matin, 2h du matin. Finalement, vers 3h, l'épuisement a gagné. Je me suis endormi et j'ai rêvé de montres. Des milliers de montres, toutes tic-tac à des heures différentes, toutes sonnant en même temps. Et au milieu de toutes, Elena souriant, me demandant encore et encore, « Tu vas porter la montre? Tu vas porter la montre ?» Je me suis réveillé en sursaut à 6h du matin, en sueur. Mon cœur battait la chamade. La lumière de l'aube entrait par la fenêtre. C'était dimanche, le lendemain de ce qui aurait dû être la meilleure nuit de notre anniversaire. Et au lieu de cela, c'était le jour où je devrais décider si j'enverrais ma femme en prison. Je me suis levé, j'ai pris une longue douche avec de l'eau presque brûlante, comme si je pouvais effacer tout ce qui s'était passé. Comme si je pouvais remonter le temps. Mais je ne pouvais pas. Le temps ne faisait qu'avancer, et je devais avancer avec lui. Je suis descendu. Carla était déjà réveillée et préparait le café. Bonjour. As-tu dormi? Un peu. J'ai fait du café fort et il y a du pain pour les toasts. Si tu veux juste du café, c'est bon. Elle m'a versé une tasse. Je l'ai prise noire, sans sucre. J'avais besoin de ce coup de fouet de caféine. À quelle heure dois-tu aller au poste? À 10h. Enrique peut t'emmener si tu veux. J'apprécierais cela. Nous nous sommes assis en silence un instant, buvant du café, regardant le soleil finir de se lever. Sais-tu déjà ce que tu vas faire? A demandé doucement Carla. Non, mais je suppose que je vais devoir décider bientôt. Je suis arrivé au poste de police à 10h précises. Enrique m'a déposé à l'entrée avec une tape encourageante sur l'épaule et la promesse de m'attendre dehors. L'agent Teresa Ruiz m'a rencontré dans le hall. C'était une femme d'environ 35 ans, les cheveux courts, un regard vif, le genre de personne qui ne manque aucun détail. Monsieur Mandé, merci d'être venu. Suivez-moi, s'il vous plaît. Elle m'a conduit dans un long couloir jusqu'à une salle d'interrogatoire, ou du moins ça y ressemblait. Mur gris, une table en métal, un enregistreur dans un coin. Asseyez-vous. Voulez-vous de l'eau ou du café? De l'eau, c'est bien. Elle est partie et est revenue avec une bouteille d'eau. Elle s'est assise en face de moi et a ouvert un dossier plein de documents. Je vais enregistrer cette conversation pour le dossier. Êtes-vous d'accord? Oui. Elle a appuyé sur un bouton de l'enregistreur. Dimanche 3 février, 10h05. Monsieur Roberto Mandé est présent pour une déclaration formelle concernant le dossier numéro 2457. Monsieur Mandé, pouvez-vous confirmer votre relation avec l'accusée, Elena Vega Mendes? C'est ma femme. Nous sommes mariés depuis 12 ans. Et pouvez-vous décrire les événements qui ont conduit à l'incident d'hier soir?
J'ai pris une profonde inspiration et j'ai recommencé à raconter toute l'histoire. Du cadeau de la montre aux questions étranges d'Elena, de ma décision de ne pas la porter au moment où Rodrigo est entré dans la pièce en la portant. Chaque détail, chaque conversation, chaque sentiment que quelque chose n'allait pas. L'agent Ruiz prenait des notes en écoutant. De temps en temps, elle m'interrompait pour poser des questions spécifiques. À un moment donné cette semaine, Elena a-t-elle explicitement mentionné l'assurance vie? Pas directement, mais il y a 3 mois, elle m'a demandé de signer des papiers. Elle a dit que c'était une mise à jour de notre assurance. Je lui ai fait confiance et j'ai signé sans les lire entièrement. Maintenant, je comprends qu'elle a probablement augmenté la couverture invalidité. Nous aurons besoin de copies de cette police. Je peux les obtenir. Elena avait-elle accès à vos comptes bancaires? Nous avions des comptes séparés et un compte joint. Elle avait une carte de débit pour le compte joint. J'y déposais de l'argent chaque mois pour les dépenses ménagères. Combien? 2000 $ par mois. Et elle n'a jamais mentionné de problème financier? Jamais. Si elle en avait, elle les cachait parfaitement. L'agent Ruiz a pris plusieurs papiers de son dossier et les a fait glisser vers moi. C'étaient des relevés bancaires, des cartes de crédit, et le nom d'Elena que je n'avais jamais vu. Nous les avons trouvés lors de l'enquête préliminaire. 5 cartes de crédit différentes, toutes à découvert. La dette totale s'élève à 214 000 $. J'ai regardé les chiffres, les dates, les charges. Des vêtements, des restaurants, des spas, des voyages que nous n'avions jamais faits ensemble, de l'argent dépensé pour des choses que je n'avais jamais vues. Comment est-il possible qu'elle ait accumulé autant sans que je m'en rende compte? Les cartes sont uniquement à son nom. Les relevés allaient à une boîte postale qu'elle a louée spécifiquement pour cela. C'était très délibéré, monsieur Mandé. Elle s'est assurée que vous n'aviez aucun moyen de le découvrir. Je me suis senti idiot. Comment n'avais-je pas remarqué? Comment avais-je vécu avec quelqu'un pendant 12 ans sans voir les signes? Nous avons également trouvé ceci dans son historique de recherche. L'agent Ruiz m'a montré des captures d'écran de son ordinateur, des recherches Google, comment amplifier une réaction allergique au nickel, symptômes d'empoisonnement aux métaux, temps d'absorption cutanée des sels métalliques. Police d'assurance vie couvrant l'invalidité permanente. C'était réel. Tout était réel. Elena avait recherché, planifié, calculé chaque détail. Les recherches ont commencé il y a 4 mois, a poursuivi l'agent, juste après qu'elle ait signé les papiers d'augmentation d'assurance. Ce n'était pas une impulsion, c'était prémédité. À quel point est-ce grave légalement? Très grave. Le procureur envisage plusieurs chefs d'accusation. Tentative de meurtre aggravé, fraude à l'assurance, administration d'une substance nocive avec intention de causer des blessures graves, agression aggravée contre son frère. Si elle est reconnue coupable de tout, nous parlons facilement de 15 à 25 ans de prison. 25 ans. Elena aurait 70 ans à sa sortie. Et si elle accepte un accord de plaidoyer? Cela dépend de ce qu'elle est prête à admettre et si vous, en tant que victime, êtes prêt à accepter un accord. Mais même dans le meilleur des scénarios pour elle, nous parlons d'un minimum de 5 à 7 ans. A-t-elle dit quelque chose? A-t-elle plaidé? Son avocat lui a conseillé de ne pas parler. Mais lors de l'audience de ce matin, elle a plaidé non coupable. Non coupable. Mais elle a tout admis hier soir. Les aveux sous stress émotionnel sont compliqués. Son avocat peut arguer qu'elle était en état de choc. Qu'elle n'a pas compris ses droits, qu'elle a été contrainte. C'est pourquoi nous avons besoin de votre déclaration formelle, et nous devons savoir si vous allez porter plainte. C'était la question que j'avais évitée. Et si je ne porte pas plainte? L'État peut toujours poursuivre sur la base des accusations de Rodrigo Vega, qui a été directement blessé, mais votre témoignage en tant que victime visée rendrait l'affaire beaucoup plus solide. Sans vous, l'avocat d'Elena peut arguer que c'était un accident, qu'elle n'avait aucune intention de blesser son frère, que la montre était un cadeau mal fait sans intention criminelle. Mais nous avons son historique de recherche, les cartes de crédit, l'assurance. Circonstanciel. Un bon avocat peut créer un doute raisonnable. Ils peuvent dire qu'elle faisait des recherches par curiosité, que les dettes ne prouvent pas l'intention criminelle, que l'assurance était une décision financière normale. Sans votre témoignage, disant qu'elle a admis que la montre était spécifiquement pour vous, l'affaire s'affaiblit.
J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration. Je sentais le poids de la décision m'écraser. Puis-je y réfléchir? Vous avez 24 heures. Après cela, le procureur a besoin d'une réponse pour procéder à une mise en accusation formelle. Je comprends. Il y a autre chose que vous devriez savoir. L'agent Ruiz a sorti un autre document. Nous avons trouvé des emails entre Elena et un homme nommé Arturo Delgado, des messages qui suggèrent une relation. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Une liaison. Les messages sont ambigus, mais il y a des références à des projets futurs, à quand tout cela sera fini, à recommencer. Il était au courant du plan? Nous enquêtons toujours, mais il est possible qu'il l'ait été, ou du moins qu'il savait qu'elle voulait quitter le mariage et avait besoin d'argent pour le faire. Une liaison en plus de tout le reste. Il y avait une autre personne, quelqu'un d'autre qui savait, quelqu'un qui l'avait peut-être encouragé, qui l'avait peut-être aidé. Qui est-il? Un collègue d'Elena. Il travaille dans la même entreprise, 32 ans, célibataire. Nous le recherchons déjà pour l'interroger. Oh mon Dieu! Je suis désolé, monsieur Mandé, je sais que c'est beaucoup à assimiler. Beaucoup. C'était un putain de tsunami d'informations. Chaque révélation pire que la précédente. Autre chose que je devrais savoir? Pas pour l'instant, mais l'enquête est en cours. Si nous trouvons plus, nous vous contacterons. Elle s'est levée. J'ai fait de même, bien que mes jambes me portaient à peine. Une dernière chose, a dit l'agent Ruiz avant que je ne parte. Je sais que c'est difficile, mais je dois vous faire comprendre quelque chose. Elena n'a pas fait une erreur. Elle n'a pas agi sur un coup de tête. C'était calculé, planifié, exécuté avec précision. Si vous aviez porté cette montre, vous pourriez être à l'hôpital en ce moment. Ou pire, ne laissez pas la culpabilité ou la nostalgie obscurcir cela. Je sais, vraiment, parce que j'ai vu de nombreux cas comme celui-ci. Des victimes qui protègent leurs agresseurs parce qu'elles ne peuvent pas accepter que quelqu'un qu'elles aimaient leur ait intentionnellement fait du mal. Ne soyez pas l'une de ces victimes, monsieur Mandé. J'ai quitté le poste avec l'impression que le monde tournait. Enrique m'a vu et a couru vers moi. Comment ça s'est passé? Tu vas bien? Non, je ne vais pas bien, Enrique. Il y avait une autre personne. Elena avait une liaison. Quoi? Je lui ai tout raconté pendant que nous marchions vers la voiture. Les emails, Arturo Delgado. Les plans pour recommencer. Ça, a commencé Enrique, mais il s'est arrêté. Je suis désolé, je sais qu'elle est toujours ta femme. Plus maintenant. Je ne sais plus qui est cette personne. L'Elena que je connaissais n'aurait jamais fait ça, ou peut-être qu'elle l'aurait fait. Peut-être que je ne l'ai jamais vraiment connue. Nous sommes montés dans la voiture. Enrique a conduit en silence pendant un moment. Tu vas porter plainte, a-t-il finalement demandé. Je ne sais pas. L'agent Ruiz dit que sans mon témoignage, l'affaire s'affaiblit. Elena pourrait obtenir une peine plus légère ou même être déclarée non coupable. Et tu laisserais ça arriver. Je ne veux pas être responsable d'envoyer quelqu'un en prison pendant 25 ans. Elle voulait être responsable de te rendre invalide à vie ou de te tuer. Ne t'y trompe pas, Roberto, si cette montre avait fait ce qu'elle attendait, tu ne serais pas là à avoir cette conversation. Il avait raison. Je le savais. Mais tout de même, j'ai besoin de parler à Rodrigo. J'ai besoin de savoir ce qu'il va faire. Alors allons à l'hôpital. Rodrigo était en train d'être libéré quand nous sommes arrivés. Une infirmière lui expliquait comment appliquer la crème sur son poignet pendant qu'il hochait la tête distraitement. Quand il m'a vu entrer, son expression s'est un peu éclaircie. Beau-frère, juste à temps. Il me laisse partir. Comment te sens-tu? Comme si j'avais été frappé par un train, mais mieux qu'hier soir. L'infirmière a terminé ses instructions et est partie. Rodrigo a mis sa chemise avec précaution, évitant de trop bouger son bras blessé. J'ai besoin de te parler, ai-je dit. Moi aussi. Tu veux aller quelque part ou parler ici? Ici, c'est bien. Enrique s'est excusé et est sorti pour nous laisser seuls. Rodrigo s'est assis sur le lit d'hôpital et je me suis assis sur la chaise à côté. Je suis allé au poste ce matin, ai-je commencé.
j'ai donné ma déclaration formelle et l'agent en charge m'a montré beaucoup de choses, des relevés de cartes qu'Elena avait cachés, son historique de recherche internet, planifiant tout cela, et autre chose. Quoi d'autre? Elena avait une liaison avec un gars nommé Arturo Delgado. Il y a des emails entre parlant de projets futurs, de recommencer quand tout serait fini. Rodrigo est resté silencieux un instant, puis a laissé échapper un rire amer. Bien sûr, il y avait un autre gars. Bien sûr, parce qu'empoisonner son mari pour l'argent de l'assurance n'était pas assez grave, il fallait aussi qu'il y ait de l'infidélité. Je suis désolé, je sais que c'est ta sœur. Ma sœur a cessé d'exister pour moi au moment où j'ai vu ce qu'elle a fait à mon poignet, ce qu'elle m'aurait fait si on ne m'avait pas injecté d'épinéphrine à temps. Il a regardé son bandage. Tu sais ce que le médecin m'a dit ce matin? Que si la réaction avait duré 10 minutes de plus, ma gorge se serait complètement fermée, j'aurais suffoqué à mort. C'est la réalité, Roberto, ta femme, ma sœur, a failli me tuer. Je sais. Alors, pourquoi sembles-tu si en conflit à l'idée de porter plainte? Parce que c'était 12 ans de ma vie. Parce que je ne peux pas juste effacer tout ça comme si ça n'avait jamais existé. Personne ne te demande de l'effacer. On te demande d'accepter ce qui s'est passé et de faire quelque chose. Vas-tu porter plainte? Rodrigo m'a regardé intensément. Je l'ai déjà fait. Ce matin, j'ai appelé l'agent Ruiz de l'hôpital et je lui ai dit que je voulais qu'Elena fasse face à toutes les conséquences de ce qu'elle a fait. Tu as déjà décidé. C'était facile de décider quand je me suis réveillé à 4 heures du matin, incapable de respirer correctement. Quand je me suis regardé dans le miroir et que j'ai vu que j'étais toujours gonflé. Quand j'ai changé le bandage et que j'ai vu les marques qui resteront probablement avec moi pour toujours, sa voix s'est un peu brisée. Elle a fait ça, Roberto, et elle te l'aurait fait sans remords. Alors pourquoi devrions-nous la protéger? Je ne sais pas si c'est la protéger ou simplement ne pas vouloir être la personne qui la détruit. Elle s'est détruite elle-même. Tu décides juste si tu vas laisser les conséquences arriver ou non. Je me suis frotté le visage avec les mains. J'étais épuisé. Physiquement et émotionnellement épuisé. L'agent Ruiz dit que sans mon témoignage, l'affaire s'affaiblit, qu'Elena pourrait arguer que c'était un accident, qu'elle n'avait aucune intention criminelle. Et tu la laisserais s'en tirer? Je ne sais pas, Rodrigo. Je ne sais honnêtement pas. Rodrigo s'est levé du lit, est venu vers moi et a posé sa main valide sur mon épaule. Je vais te dire quelque chose, et je veux que tu écoutes attentivement. Je t'apprécie. Tu as été un bon beau-frère toutes ces années. Tu m'as toujours traité avec respect. Tu as toujours été gentil avec ma famille, mais si tu décides de ne pas porter plainte, si tu décides de protéger Elena après tout ça, je perdrai tout le respect que j'ai pour toi. Ces mots m'ont frappé fort. Ce n'est pas juste que tu me fasses ça. Ce n'est pas juste. Tu sais, ce n'est pas juste que j'ai failli mourir à cause d'un plan qui ne me visait même pas. Que je dois vivre avec ces cicatrices parce que ma sœur a décidé que l'argent était plus important que la vie de son mari. Ce n'est pas juste, Roberto. Tu as raison, je suis désolé. Je ne veux pas tes excuses. Je veux que tu fasses ce qui est juste. Il a quitté la pièce, me laissant seul avec mes pensées. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôpital. Le ciel était gris. Il semblait qu'il allait pleuvoir. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Roberto, c'est Elena. Laisse-moi passer un appel et j'ai demandé à un ami de t'envoyer ça. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de tout expliquer. Rien n'est ce qu'il semble. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, viens me voir. J'ai lu le message 3 fois. Chaque mot me mettait plus en colère. Rien n'est ce qu'il semble. Comment cela pourrait-il être autrement? Elle a planifié de me faire du mal. Des recherches sur la façon de le faire. Des dettes énormes. Une liaison. Quelle partie de cela n'était pas ce qu'il semblait? Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Si c'était ça l'amour, je préférerais être détesté. Je n'ai pas répondu, j'ai bloqué le numéro. J'ai quitté la pièce. Enrique était dans le couloir au téléphone. Quand il m'a vu, il a raccroché. Tout va bien? Non, rien ne va bien. Mais je crois que je sais enfin ce que je dois faire. C'est quoi?
Je vais porter plainte. Je vais témoigner. Je vais m'assurer qu'Elena affronte ce qu'elle a fait. Enrique a hoché la tête. Je pense que c'est la bonne décision. Ça ne me semble pas juste. Ça me semble horrible, mais c'est ce qu'il faut faire. J'ai appelé l'agent Ruiz depuis le parking de l'hôpital. Agent Ruiz, c'est Roberto Mandé. Monsieur Mandé, avez-vous pris une décision? Oui. Je vais porter plainte. Je veux témoigner. Je veux qu'Elena fasse face à toutes les conséquences. Compris. J'informerai le procureur. Il vous contactera pour préparer le dossier. Quand aurait lieu le procès? Cela dépend de nombreux facteurs. Si Elena accepte un accord de plaidoyer, cela pourrait être dans des semaines. Si cela va à un procès complet, nous pourrions parler de mois. Et en attendant, elle restera en détention? Le juge a refusé la libération sous caution ce matin, la considérant comme un risque de fuite étant donné la tentative de fraude à l'assurance. Bien. Êtes-vous sûr de cela, monsieur Mandé? Une fois que nous aurons déposé les accusations formelles, il n'y aura pas de retour en arrière. Je suis sûr. Parfait. Je vous enverrai un email avec les prochaines étapes. Et monsieur Mandé, oui, vous faites ce qu'il faut. Je sais que ça ne semble pas être le cas maintenant, mais c'est le cas. J'ai raccroché. J'ai pris une profonde inspiration. J'avais l'impression d'avoir traversé un pont et de l'avoir brûlé derrière moi. Il n'y avait pas de retour en arrière. Enrique m'a ramené chez lui. Carla m'attendait avec de la nourriture chaude. Tu dois manger quelque chose, a-t-elle insisté. Tu n'as rien mangé depuis hier. J'ai essayé de manger, mais tout avait le goût de carton. J'ai réussi à finir la moitié d'un sandwich avant d'abandonner. Tu as déjà parlé à ta famille, a demandé Carla. Ma mère arrive demain. Mes frères sont déjà au courant, ils sont tous sous le choc. Et les parents d'Elena? Je ne leur ai pas parlé. Je ne sais pas quoi leur dire. Tu devras le faire un jour ou l'autre. Je sais, mais pas aujourd'hui. J'en ai assez pour aujourd'hui. Mon téléphone a sonné. C'était l'avocat de l'assurance. Monsieur Mandé, je suis Gail Contraru, représentante légale de votre compagnie d'assurance. Nous avons été informés de ce qui s'est passé et je dois vous informer que votre police est en cours d'examen pour une éventuelle fraude. Comprenez. Nous avons également besoin d'une copie du rapport de police et de toute documentation relative à l'affaire pénale. Je vous les ferai parvenir. Encore une chose, étant donné la nature de cet incident, nous vous recommandons d'envisager un divorce immédiat. Tant que vous resterez marié à Madame Elena, elle aura techniquement des droits sur tout versement d'assurance. Divorce. Un autre mot que je n'aurais jamais pensé appliquer à ma vie. Pouvez-vous me recommander un avocat? Je vous enverrai quelques noms par email. Merci. J'ai raccroché et j'ai regardé Carla et Enrique. Je dois divorcer. Je dois engager un avocat. Je dois témoigner à un procès. Je dois reconstruire toute ma vie. Un pas à la fois, a dit Carla. Tu n'as pas à tout faire aujourd'hui. Quand? Alors demain, après-demain, à un moment donné, je devrais faire face à tout ça. Et tu le feras, mais tu n'as pas à le faire seul. Elle avait raison. Je n'étais pas seul. J'avais des amis. J'avais de la famille. J'avais des gens qui me soutenaient. Mais malgré tout, au fond de moi, je me sentais complètement seul, parce que la personne qui était censée être à mes côtés, la personne qui avait promis de m'aimer pour le meilleur et pour le pire, avait été celle qui avait essayé de me détruire. Cette nuit-là, allongé dans la chambre d'amis, j'ai pensé à toutes les fois où Elena m'avait dit « Je t'aime ». Combien de ces fois étaient un mensonge? Cela cesserait-il d'être réel? Ou peut-être que ce n'était jamais réel. Peut-être que je n'ai vu que ce que je voulais voir. J'ai fermé les yeux. Demain, ma mère viendrait. Demain, je parlerai aux avocats. Demain, je commencerai le processus de défaire 12 ans de ma vie. Mais ce soir, je voulais juste oublier. Je voulais juste que tout cela soit un cauchemar dont je pourrais me réveiller. Ce n'en était pas un, et je devrais vivre avec ça. 6 mois plus tard, je me tenais devant le tribunal. Le procès était terminé, le verdict était tombé.
Elena a été reconnue coupable de tentative de meurtre aggravé, de fraude à l'assurance et d'administration d'une substance nocive avec intention de causer des lésions graves. La sentence, 18 ans de prison. 18 ans. Rodrigo était à mes côtés. Son poignet avait guéri, même si les cicatrices restaient. Des marques permanentes de ce que sa propre sœur lui avait fait. « Comment te sens-tu » m'a-t-il demandé. « Je ne sais pas, vide, je suppose. » Pendant le procès, toute la vérité avait éclaté. Les dettes qu'Elena avait accumulées par des achats compulsifs, l'aventure avec Arturo Delgado, qui s'est avéré connaître le plan mais n'a rien fait pour l'arrêter. Les recherches sur Internet montrant des mois de planification méticuleuse, les messages où elle disait à Arturo « Bientôt nous serons libres. J'ai juste besoin que ça marche. » Elena a essayé d'arguer qu'elle n'avait jamais voulu me tuer, qu'elle ne voulait qu'une forte réaction allergique. Mais les experts ont témoigné que la concentration de nickel qu'elle avait utilisée aurait pu provoquer une défaillance multiorganique, que si j'avais porté cette montre pendant toute la fête, comme elle l'avait espéré, j'aurais probablement mouru. Son avocat a tenté de plaider le trouble mental, la dépression, l'anxiété financière, mais le jury n'a pas été convaincu. Les preuves étaient trop claires, trop préméditées. Quand le juge a lu la sentence, Elena a pleuré. Elle m'a regardé à travers la salle d'audience avec ses yeux que j'aimais autrefois et a dit « Je suis désolé, je suis tellement désolé, Roberto. » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Les parents d'Elena étaient dévastés. Sa mère n'arrêtait pas de pleurer. Son père évitait mon regard, honteux. Après le verdict, ils se sont approchés de Rodrigo et moi. « Pardonnez-nous » a dit sa mère. Nous ne savions pas, nous n'avons jamais imaginé qu'elle était capable de quelque chose comme ça. Personne ne le savait, ai-je répondu, pas même moi. Et j'ai vécu avec elle pendant 12 ans. Vas-tu lui rendre visite, a demandé son père. Non, je ne pense pas pouvoir faire ça. Ils ont compris. Ils sont partis. 2 personnes brisées par ce que leur fille avait fait. Le divorce a été prononcé 2 semaines après le verdict. Ce fut rapide, propre. Elle n'a rien contesté, elle ne pouvait pas, de toute façon, étant en prison. J'ai eu la maison, tout. Elle n'avait que la culpabilité et 18 ans de sa vie. J'ai vendu la maison 1 mois plus tard. Je ne pouvais pas y vivre. Chaque recoin abritait des souvenirs. Chaque pièce était un rappel du mensonge qu'avait été mon mariage. J'ai acheté un petit appartement dans une autre partie de la ville. J'ai recommencé. Thérapie 2 fois par semaine, exercice chaque matin, travail, amis, routine. Lentement, très lentement, j'ai recommencé à me sentir humain. Rodrigo et moi sommes devenus plus proches. Nous nous voyons chaque semaine pour dîner. Nous n'avons jamais parlé d'Elena. Ce chapitre était clos pour nous deux. Carla et Enrique m'ont inclus dans leurs projets familiaux, dîner du dimanche, film, pique-nique. Ils m'ont rappelé qu'il y avait encore de bonnes personnes dans le monde. Des gens qui ne vous trahissent pas. Un après-midi, 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre. C'était d'Elena. Je l'ai tenue dans mes mains longtemps avant de décider de l'ouvrir ou non. Finalement, je l'ai fait. Roberto, je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire. Je sais que tu vas probablement détester cette lettre, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. J'ai besoin que tu comprennes que je n'ai jamais voulu que les choses se terminent ainsi. J'étais perdu, effrayé, désespéré. J'ai pris des décisions horribles qui ont blessé les personnes que j'aimais le plus. Je n'attends pas ton pardon, je ne le mérite pas. J'espère juste qu'un jour tu pourras te souvenir qu'il y a eu de vrais moments entre nous. Des moments où j'étais la personne que tu pensais que j'étais. Ces moments ont existé. Tout n'était pas un mensonge. Je te souhaite le meilleur, Roberto. Toujours, Elena. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai pliée et je l'ai mise dans un tiroir. Je n'allais pas répondre. Il n'y avait rien à dire. Elle avait 18 ans pour réfléchir à ses décisions. J'avais le reste de ma vie pour apprendre à faire confiance à nouveau. Cette nuit-là, je me suis assis sur le balcon de mon nouvel appartement avec un verre de vin. J'ai regardé la ville, les lumières, la vie qui continuait comme toujours. J'ai pensé à cette montre, à la façon dont un simple objet avait failli me coûter la vie, à la façon dont mon instinct m'avait sauvé, à la façon dont Rodrigo avait payé le prix qui m'était destiné. J'ai pensé à Elena,
à la femme que je pensais connaître, à la femme qu'elle était vraiment, à la façon dont les deux versions avaient existé simultanément sans que je le sache. J'ai pensé aux 12 ans, aux rires, aux moments heureux, aux nuits tranquilles. Avait-il été réel ou tout cela n'était-il qu'un jeu d'acteur? Je ne le saurais probablement jamais. Et peut-être que ce n'était pas grave de ne pas savoir. Peut-être que l'important était que j'ai survécu. Que Rodrigo ait survécu. Que nous ayons tous les deux une seconde chance de vivre nos vies sans le poison de nos intentions. J'ai pris une gorgée de vin. L'air de la nuit était frais, agréable. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose comme la paix. Ce n'était pas le bonheur. Pas encore. Mais c'était un début. Et parfois, un début est tout ce dont vous avez besoin. J'ai regardé mon poignet. Ma vieille Seiko était toujours là. La montre que mon père m'avait donnée. La montre que j'avais choisi de porter ce jour-là au lieu du cadeau empoisonné d'Elena. Cette montre m'avait sauvé la vie sans que je le sache. J'ai souri. Un petit sourire, mais réel. La vie continue, parfois de façons inattendues. Parfois, vous survivez à des choses qui auraient dû vous détruire. Et quand vous survivez, vous avez deux choix, rester piégé dans ce qui s'est passé ou avancer vers ce qui peut être. J'ai choisi d'avancer. J'ai fini mon verre de vin, suis rentré dans l'appartement, j'ai fermé la porte derrière moi. Demain serait un autre jour, un autre pas en avant, une autre chance de reconstruire ce qui était brisé. Et cette fois, je ferai les choses correctement. Cette fois, je ferai confiance à mon instinct dès le début. Cette fois, je vivrai pour.